La condition pour que ces entreprises réussissent à se positionner sur ces nouveaux marchés, c'est qu'elles parviennent à adopter une stratégie de transformation qui est articulée autour de 4 axes. Parce que les nouvelles technologies en elles-mêmes, finalement, ne sont qu'une pièce de ce puzzle. Le premier, c'est qu'il faut à tout prix que les entreprises françaises rentrent maintenant dans l'économie de la fonctionnalité. Le deuxième, c'est qu'il faut que ces entreprises, pour pouvoir rentrer dans cette économie de la fonctionnalité et répondre aux nouveaux besoins qu'elles vont identifier, généralisent l'intelligence numérique et les fonctions communicantes dans leurs produits, dans leurs équipements, dans leurs services. J'y reviendrai tout à l'heure. Il faut ensuite qu'elles fassent évoluer leur modèle économique. L'innovation vient également de l'innovation dans les modèles économiques. Et on voit qu'il y a une tendance lourde aujourd'hui pour aller vers des modèles économiques qui privilégient la récurrence ou la pérennité des revenus plutôt que les ventes au one-shot. Et puis enfin, il faut créer des barrières à l'entrée. Alors on va développer rapidement ces 4 points. Entrer dans l'économie de la fonctionnalité. En fait, c'est clair. Aujourd'hui, on ne peut plus fabriquer un produit quand on est dans un univers hyper concurrentiel qui ne répond qu'à la fonction du produit. Et je vais vous donner des exemples tout à l'heure extrêmement clairs. Donc votre produit, il doit servir à sa fonction de base. Je vous donne un exemple. Une table doit servir à poser quelque chose dessus, mais il doit permettre de faire, dans un environnement qui va être de plus en plus intelligent, il doit permettre de répondre à d'autres besoins. Donc si je prends un canapé ou un fauteuil ou une lumière qui va être dans un environnement, on va dire, résidentiel, dans un salon, il va falloir que dans cet environnement intelligent, pour pouvoir rendre des services de sécurité, de mobilité, de confort ou encore de traçabilité, finalement, on lui associe d'autres capacités pour qu'elle puisse répondre à ses autres besoins. Donc vous pourrez toujours vous asseoir sur votre chaise, manger sur votre table ou dans votre canapé, mais en plus, il fera d'autres choses qui vont permettre, par exemple, de mieux gérer l'énergie de votre logement ou qui vont permettre d'être plus mobile à l'intérieur de votre logement ou d'être plus en sécurité dans votre logement. Là aussi, on reviendra avec des exemples concrets tout à l'heure. Donc, l'économie de la fonctionnalité, c'est se dire, voilà, moi, quand je fabrique un produit, que ce produit sert, on va prendre par exemple les béquilles, on y reviendra également tout à l'heure, parce que c'est un des cas que je vous ai... un des cas pratiques que je vous ai mis en avant, est-ce que mes béquilles peuvent servir à autre chose qu'à aider à marcher? Voilà la question que je dois me poser. Et on verra la réponse tout à l'heure, parce que oui, bien sûr qu'elles peuvent servir à autre chose à partir du moment où vous avez identifié des besoins chez vos clients, bien entendu. Ça ne sert à rien non plus qu'elles fassent des choses dont vos clients n'ont pas besoin. Généraliser l'intelligence numérique et les fonctions communicantes dans les produits. Aujourd'hui, on sait que à partir du moment où vous allez vouloir donner d'autres fonctionnalités à votre produit, la plupart du temps, il va falloir intégrer à l'intérieur de votre produit de l'intelligence numérique ou des fonctions communicantes. Ça repose sur 5-6 technos de base extrêmement simples qui sont de plus en plus répandus, comme par exemple, on le voit ici, les logiciels embarqués, les capteurs, le RFID, le NFC, vous avez tous entendu parler du paiement par téléphone aujourd'hui qui peut se faire par une technologie qu'on appelle le NFC, Near Field Communication. Des puces, les puces étant finalement, les puces et les microprocesseurs étant ce qui va donner l'intelligence à un objet communicant, de l'énergie, un petit peu de batterie, et vous aurez fait le tour de finalement les quelques, on va dire, technos qui misent ensemble, assemblés ensemble, permettent de rendre intelligent ou de donner des fonctions communicantes à un produit industriel, à un équipement industriel. Alors bien sûr, il faut derrière le réseau pour envoyer les données, mais le réseau, il existe. On l'a bien vu, que ce soit un réseau 3G, Wi-Fi ou autre chose. Et là, on se reconnecte à Internet à partir de ce moment-là. Donc toutes ces finalement technologies, une fois intégrées dans des nouvelles interfaces industrielles, vont permettre en fait de faire ces objets, des objets, dans ce qu'on disait, numériques intelligents, autonomes, ce qui est très important, et communicants. Donc premièrement, se poser la question de savoir en quoi mes produits peuvent répondre à d'autres besoins, à d'autres fonctions que ceux pour quoi ils ont été conçus. Deuxièmement, comment je vais pouvoir répondre à ces nouveaux besoins en intégrant de l'intelligence numérique et comment je vais pouvoir choisir mes bonnes technologies à assembler et intégrer dans ces équipements. Troisièmement, faire évoluer mon business model.
Il est évident qu'à partir du moment où vous répondez à des fonctions autres que la fonction de base du produit, vous n'allez pas vous caler sur votre concurrent et sur le même business model que votre concurrent. Là encore, je vais vous l'illustrer juste après avec l'exemple des béquilles. Mais donc, on va plus se passer sur, non pas la vente one-shot d'un produit, mais sur la vente d'un service avec de l'abonnement, ou facturé à l'usage, ou facturé au nombre de données qui vont être utilisées et transférées grâce à ce produit. Bref, je vais me différencier de mes concurrents en proposant un modèle économique différent qui va me permettre de dire « Attendez, moi, c'est pas pareil, je ne vous vends pas mon produit, je vous vends un service et il est facturé en fonction de la consommation ou de l'usage que vous allez en avoir. » Ce qu'on voit aujourd'hui très bien, quand vous prenez l'exemple de Michelin, Michelin, maintenant, vous vend des kilomètres, il ne vous vend plus des pneus. Donc, en tout cas, dans le domaine des transports routiers, quand des transporteurs achètent des pneus Michelin, ils achètent 200 000 km de pneus, 1 million de kilomètres de pneus. Et peu importe s'ils vont avoir 15 pneus ou 3 pneus pour le million de kilomètres, eux, ils ont acheté un service. Ils ont acheté une possibilité. Et ça répond à un autre besoin pour ces personnes-là en termes de modèle économique. De la même façon, ça fait très longtemps que vous n'achetez plus vos copieurs. Vous allez payer en fonction du nombre de photocopies que vous allez faire, 20 centimes, 10 centimes, et donc on est bien dans le paiement à l'usage. Donc dans beaucoup de secteurs, ces modèles économiques ont déjà évolué, et c'est maintenant dans l'industrie que l'évolution de ces modèles économiques commence à se faire ressentir. En tout cas, devient nécessaire. Enfin, créer des barrières à l'entrée, c'est qu'une fois que vous avez eu donné d'autres fonctions communicantes, enfin d'autres fonctions à votre produit qui permettent de répondre à d'autres besoins, que vous allez adopter un nouveau modèle économique, il faut essayer de vous protéger de vos concurrents. Parce que bien sûr, cette stratégie de transformation, elle prend du temps, et puis en plus, elle a un coût, forcément, ça nécessite de l'investissement. Donc ces barrières à l'entrée, aujourd'hui, elles peuvent être techniques, elles peuvent être juridiques, elles peuvent être technologiques, elles peuvent être normatives. Peu importe, il faut qu'il y ait des barrières technologiques à l'entrée. Et on va le voir avec les deux cas maintenant que je vais vous présenter, que dans les deux cas, on a bien une barrière technologique à l'entrée qui donne 1 an, 2 ans d'avance à l'entreprise. Alors, tout ce raisonnement, il part du fait que depuis une vingtaine d'années, vous l'avez constaté, notamment dans l'industrie, les entreprises françaises, on le dit tous les jours, ont perdu beaucoup en compétitivité. Elles ont également, dans l'industrie par exemple, perdu beaucoup d'emplois, puisque nous sommes passés de 5,6 millions d'emplois à peine 3 millions d'emplois en 25 ans. Il y a encore 20 ans, l'industrie pesait 25% du PIB, elle ne pèse plus que 15% aujourd'hui. Pourtant, l'industrie et les activités industrielles sont essentielles à la création de valeur et à la compétitivité, puisque à chaque fois que vous créez un emploi dans l'industrie, vous en créez 2 ou 3 dans le commerce et les services. Il faut savoir que 70% des entreprises de services dépendent du service aux entreprises, et principalement de ces entreprises industrielles qui sont situées souvent sur nos territoires et qui font vivre finalement une petite communauté de prestataires autour d'elles. Donc, plus que jamais, elles sont environ 50 000, ces entreprises, dans la mécanique, dans la plasturgie, dans le textile, dans l'ameublement, dans le papier-carton, dans la métallurgie, dans l'électrique, l'électronique. Il y a une dizaine de secteurs, 50 000 entreprises, 25% des emplois marchands. Et c'est finalement ces entreprises-là qui sont aujourd'hui le plus exposées à la concurrence internationale, ce qu'on appelle des entreprises instables et vulnérables parce qu'elles sont soumises à une très forte concurrence sur les prix, sur la qualité, sur les coûts et sur la technologie. Et à partir de là, elles ne peuvent plus lutter à partir du moment où elles ne se différencient pas pour adresser de nouveaux marchés en mettant des barrières à l'entrée. Et tout ce raisonnement est fait pour finalement essayer d'aider ces entreprises qui sont celles que vous côtoyez vous aussi au quotidien et que vous conseillez au quotidien, leur montrer qu'il y a de formidables potentiels de développement liés à tous ces bouleversements et finalement ça repose sur quelques aspects stratégiques pas très durs à comprendre, qu'on va mieux se formaliser avec les exemples qui vont venir. Donc, l'étude de fabrication de béquilles, c'est un cas concret. Il faut savoir qu'un fabricant de béquilles aujourd'hui, il est issu de la mécanique, c'est de l'emboutissage. Puis il va mettre du plastique ou d'autres matériaux aux extrémités de ces béquilles. En termes de capacité d'innovation, c'est extrêmement limité, parce que finalement, à part les couleurs et les matériaux qu'il va utiliser, les formes, qui ne sont pas des barrières à l'entrée, parce que c'est imitable extrêmement rapidement, il n'a pas beaucoup de capacité de différenciation. Ce qu'on dit à ce fabricant de béquilles, c'est allez voir vos clients
notamment les B2B, et essayer de comprendre quels sont leurs autres besoins. Et quand il va aller voir les maisons de retraite, par exemple, qui vont être un marché de plus en plus important dans les décennies à venir, les années à venir, même pas les décennies, et qui consomment beaucoup de béquilles, il va aller se rendre compte des autres problèmes qu'ont les gestionnaires de maisons de retraite, qu'ils soient des problèmes de géolocalisation des patients quand les familles viennent les voir, parce qu'ils ne savent pas où ils sont dans la maison de retraite, en soins, dans leur chambre, etc., en promenade. Des problématiques pour tous les patients qui chutent et dont ils ne voient pas qu'ils sont tombés et qu'on retrouve une heure après par terre. Des problématiques pour des patients qui finalement s'échappent de la maison de retraite parce qu'ils ont un Alzheimer ou un autre problème et ils sortent de la maison de retraite. Des problématiques pour capter des données régulièrement dans la journée sur leurs patients. La tension, la température, combien ils ont fait de pas dans la journée, est-ce qu'ils ont beaucoup marché, etc. À partir du moment où vous avez donc identifié ces nouveaux besoins, vous vous posez la question de savoir, et lui doit se poser la question de savoir, comment je peux répondre par de nouvelles fonctionnalités mises sur mes béquilles à ces besoins. Et en intégrant de l'intelligence numérique, il va pouvoir répondre à ces besoins. Parce qu'avec un système de géolocalisation, il va pouvoir repérer les patients, parce qu'avec des capteurs, il va pouvoir prendre la fièvre, enfin la température, la tension et puis d'autres données régulières sur les patients, parce qu'on va pouvoir, avec un capteur également, avoir un signal si le patient chute, etc. Donc, alors, quand vous donnez cet exemple à quelqu'un, il se l'approprie et... Alors moi, ils m'ont trouvé plein d'autres idées, les gens qui se l'approprient. Là, ils me disaient, ben ouais, mais même on va lui mettre du Wi-Fi sur les béquilles, ça ouvrira les portes de la maison de retraite toute seule. Bon, voilà, vous pouvez imaginer plein de choses après derrière. Ce n'est qu'un exemple qui pourrait aussi être contredit finalement par quelqu'un qui est dans une maison de retraite, qui dira oui, mais là, ça ne marchera pas, etc. Très bien. C'est justement fait pour ça. On rentre dans l'étude de marché, là. Bon. Donc, en mettant de l'intelligence numérique, ce fabricant de béquilles va pouvoir répondre à d'autres fonctions. Comment va-t-il faire au niveau, donc ce que je mettais là, surveillance des patients à distance, alerte en cas de chute, contrôle diagnostic, suivi médical à distance avec les données, etc., etc. Au niveau de la différenciation, il est clair qu'aujourd'hui, il va offrir un produit qui répond à des besoins plus vastes que l'aide à la marche seule. Deuxièmement, il va changer de modèle économique, parce que bien entendu, il ne va plus vendre ses béquilles, il va les donner. Et il va dire, je vais vous facturer, par exemple, au trafic de données qui va être fait, au kilo-octet, ou à l'usage, ou à l'ensemble des services qui vont être activés par vos patients. En termes ensuite de barrières à l'entrée, il faut savoir qu'à partir du moment où c'est pas de mettre de l'électronique dans une béquille, d'assembler tout ça qui va être une énorme barrière à l'entrée, même s'il y en a une petite quand même, parce qu'il faut un petit peu de temps. C'est surtout du fait de développer derrière un système d'information, ce qu'on appelle le back-office, qui va restituer toutes les données qui vont être captées sur des smartphones, sur des ordinateurs dans la maison de retraite, sur d'autres types de terminaux. Tout ça, ça nécessite d'avoir un système pour traiter les données, pour les stocker, et là on part sur d'autres problématiques qui sont, oui, mais le stockage de données privées, donc il faut que ce soit pas loin de l'opérateur. Et ça, par contre, ça va mettre une vraie barrière à l'entrée, d'une part par rapport à ses concurrents étrangers, mais également par rapport à des concurrents français. Donc là, on a un cas de figure où on voit bien que si le fabricant de béquilles reste sur son marché traditionnel, même en rajoutant des accessoires, s'il n'identifie pas d'autres besoins liés, par exemple au vieillissement de la population, qui va faire que les maisons de retraite vont avoir de plus en plus besoin de ce genre de produits et d'aide périphérique, il ne pourra pas se différencier et aller sur de nouveaux marchés. Donc, ça, c'est le premier exemple. Je vais vous présenter un deuxième exemple, mais en reportage, en vidéo, donc, qui est un vrai exemple qu'on a filmé, d'une entreprise de serrurerie qui existe depuis 1929 et qui, finalement, là aussi, a dû faire face à une concurrence de plus en plus importante, des demandes des clients de plus en plus importantes, et qui, vous allez le voir, avec finalement ce petit film, est complètement rentré dans la formalisation, l'étude, la transformation que je vous décrivais il y a un instant.